a du monde. Est-ce que l'éclairage te va? Est-ce que tu veux qu'on laisse ça? L'éclairage, c'est bien. C'est bon? Alors, il fait un peu chaud, mais... Ouais, désolé. Ça fait ça quand on marche, il fait chaud. Je voudrais commencer par vous poser une petite question. J'aimerais bien savoir, à main levée, qui connaissait la Via Alpina avant cette conférence et avant de me connaître. Ok. Ah ouais, quand même. Ok, super. Et ben pour ceux qui connaissent, j'espère que ça vous rappellera des souvenirs si vous avez marché dessus. Sinon, vous donner un peu plus d'infos dessus. Et pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère vous faire découvrir un petit bout de ce chemin. Je me présente, donc moi c'est Éléonore, j'ai 32 ans. Et ce soir, je suis là pour vous parler de mon expérience sur la Via Alpina. C'est la marche que j'ai faite de Monaco à Trieste en 2021. Je vais commencer par vous parler comment est né le projet. Ensuite, je vous parlerai je vous décrirai ce que c'est que la Via Alpina. Et après, je vous parlerai de différents aspects qui ont rythmé mon quotidien. Donc, comme l'alimentation, le sommeil et un peu comment j'ai géré tout ça. À la fin, il y aura un temps pour les questions. Voilà, ça va durer à peu près 1h10, 1h20, je pense. Et comme l'a dit Serge, il y aura un petit pot à la fin si vous voulez. Et si vous voulez en profiter pour venir me poser des questions plus directement, il n'y a pas de souci, je serai là et je serai disponible. Alors, ça marche. Alors, comment est né le projet ? Je me souviens assez bien de différents jalons qui ont mené à cette marche de 4 mois. Je dirais que ça a commencé en 2015. À ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi dans le Jura. Et j'ai rencontré une amie qui s'appelle Jérôme et qui est là ce soir. Je ne la vois plus. Mais Jérôme qui est là. Donc on s'est rencontrés à une soirée, elle m'a demandé est-ce que tu aimes faire de la randonnée? Jérôme était aussi en recherche d'emploi à ce moment-là. Donc j'ai dit oui, je randonnais pas du tout à ce moment-là, mais je lui ai dit oui. Et elle m'a dit écoute, on n'a qu'à aller randonner ensemble, ça nous occupera. En recherche d'emploi, le temps est assez long, donc on s'occupera comme ça. Donc c'est ce que nous avons fait, et c'est là qu'est née notre histoire commune de la randonnée. La première photo, c'est notre toute première randonnée, c'était au Saut du Doubs, pour ceux qui connaissent. Le Jura est une région magnifique, je vais me faire un peu de pub, mais c'est vraiment chouette. Et la deuxième photo, c'était au Pic de l'Aigle. À l'époque, c'était notre plus grande randonnée. Donc on était super fiers, c'était notre plus grosse journée, on avait fait 20 km. Voilà. On a fait un peu de chemin depuis, mais à l'époque, pour nous, c'était déjà peut-être pas un exploit, mais c'était déjà un bel accomplissement. Après, on a trouvé du travail, mais on a quand même continué à randonner ensemble. Et un jour, on était au Credo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le Jura, c'est vers Bellegarde. Et il y a une super vue sur le Mont Blanc. Et là-bas, les reliefs ils sont très verts, très vallonnés, c'est assez doux. Et je sais pas, il y a un concours de circonstances, on s'est regardé, on a dit mais ça serait trop bien de dormir ici. En fait, il faut qu'on essaye de dormir dans la nature. Donc nous voilà, 2 mois plus tard, pour notre premier bivouac. Alors ces photos, je les aime trop, et en même temps, elles font peur. Donc on était partis pour une journée et demie. Voilà, donc on est parti le samedi matin. On est revenu le dimanche dans l'après-midi, juste pour situer, vous voyez la taille de nos sacs. Pas tout à fait approprié par rapport à l'ampleur de ce qu'on avait prévu de faire. Très clairement, maintenant, jamais je fais dépasser des trucs comme ça de mon sac, c'est juste hors de question. Moi, dans le mien, j'avais pris 2 sacs de couchage, parce que j'avais super peur d'avoir froid en altitude. Il y a des gourdes dans tous les sens, c'est un peu, je dis n'importe quoi. Et donc nous voilà partis.
On arrive, on installe notre tente. Alors, notre première montée était horrible. Enfin, vraiment, c'est là qu'on se rend compte de la différence entre juste porter un sac avec le pique-nique et porter 2 sacs de couchage et 3 tentes et beaucoup trop d'affaires. Mais on a quand même bien galéré dans cette montée. On est arrivé à un endroit qui nous paraissait sympa. On monte la tente, tout va bien, et on avait eu cette très bonne idée d'emmener un cassoulet pour le dîner. Je ne peux pas dénoncer, mais je pense que c'était l'idée de Jérôme. Pardon, je suis allée trop vite. Cassoulet qu'on a ouvert pour le dîner. Et là, on a essayé de faire fonctionner le réchaud. On n'avait pas testé avant. On a réussi, donc c'était un réchaud prêté par mon papa. C'était un camping-gaz, donc on a réussi à percer la cartouche et on n'a jamais compris comment il fallait assembler le brûleur de la cartouche. Le moment où on a compris comment il fallait faire, il n'y avait plus de gaz. Donc voilà, il y a un cassoulet froid sur les ouverts, évidemment, puisqu'on l'avait ouvert avant de faire fonctionner le réchaud. Heureusement, vu qu'on avait beaucoup trop de choses inutiles dans notre sac, on avait un Tupperware, donc on a vidé le cassoulet dans le Tupperware et on a mangé 2 tranches de pain. Voilà. Malgré tout, ça ne nous a pas découragé du bivouac. On a quand même trouvé l'expérience sympa. Et en rentrant, on s'est dit, vu que maintenant on est des pros de la randonnée, partons faire le GR1. Ouais, 1 an après. Donc nous voilà partis sur le GR20. Par contre, on avait décidé de ne pas se faire à manger. On a compris que c'était peut-être pas trop une bonne idée. Du coup. On avait quand même la tente. On dormait près des refuges et du coup on mangeait le soir au refuge. Je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des randonnées entre guillemets longues. Donc de plusieurs jours. Là, ça nous avait pris 13 jours et demi. Super expérience le GR20. C'était vraiment. Les paysages sont différents tous les jours. On a rencontré des super personnes. C'était vraiment. On a gardé un super souvenir. Je pense parler pour nous deux, mais je pense que ça reste dans nos plus belles randonnées. Et donc après ça, on a fait le tour du Mont Blanc, on a fait le GR21 en Normandie, on a fait la grande traversée du Jura. Donc voilà, on a continué à randonner ensemble. On s'est un peu amélioré évidemment au fil du temps. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à randonner sur de la longue distance. Donc après 2018, je ne me souviens pas exactement quand, j'ai lu un livre qui s'appelle Wild. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. Wild, c'est l'histoire autobiographique de Cheryl Strayed, donc une jeune femme de 24 ans qui décide de partir faire le PCT, le Pacific Crest Trail. C'est un sentier qui longe la côte ouest des États-Unis et qui relie la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Et ce livre, pour moi, ça a été c'était un peu la petite graine qui s'est un peu implantée dans mon esprit. Où en le lisant, je me suis dit, mais ça a l'air vraiment génial de faire ça. Sachant qu'elle l'a fait dans les années 90, donc pas de téléphone, pas de GPS, pas de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec nous. En le lisant, je me suis dit, mais c'est impossible que je sois capable de faire ça, mais ça a l'air vraiment trop chouette. Et en parallèle, on continue à faire nos randonnées avec Jérôme. Et à la fin de chacune de ces randonnées, je me disais, mais 2 semaines, en fait, c'est trop court. Moi, j'aimerais bien faire plus. Donc ça a fait son bonhomme de chemin, et à un moment, je me suis dit, ok, il faut essayer. Donc en 2020, j'ai demandé un congé sabbatique, qui a été accepté. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce que je voulais faire comme chemin. Donc je m'étais dit que je partirais au Canada parce que j'avais des amis là-bas. Finalement, je n'ai pas trouvé de sentier qui me convenait. Je ne connaissais pas la Via Alpina à ce moment-là. Mon papa m'a prêté un livre dans lequel il y avait un petit paragraphe sur la Via Alpina. Et à ce moment-là, j'ai hésité entre l'Appalachian Trail, donc qui est le pendant du Pacific Crest Trail, mais sur la côte est, du coup, et la Via Alpina. C'était un peu mes 2 dernières options, à force de potasser, c'était mes 2 dernières options. Finalement, je suis partie sur la Via Alpina. Alors, il y avait plusieurs raisons.
Bon, déjà, les Alpes, le peu que j'en connaissais, c'était magnifique. Donc je me suis dit, le reste doit être tout aussi beau. Il y avait aussi le fait qu'à ce moment-là, il y avait le Covid. Donc en fait, je me suis dit, si je décide de tout préparer pour partir aux États-Unis et qu'au final les frontières sont fermées, ça va être super compliqué de faire un plan B. Donc voilà, j'ai décidé de faire la Via Alpina à ce moment-là. Et donc le 29 mai 2021, je foulais mes premiers pas sur la Via Alpina. Donc ça, c'est le départ devant le musée océanographique à Monaco. Donc la Via Alpina, qu'est-ce que c'est ? La Via Alpina, c'est un projet européen qui a débuté dans les années 2000. Il a rassemblé les différents acteurs des 8 pays de l'arc alpin, donc des organismes de promotion touristique, des administrations régionales et nationales et des associations de randonnée. Et ça a abouti. Donc l'idée de ce projet, c'était de créer le sentier de randonnée et de découverte de l'arc alpin. Ils ont abouti en 2002 à ce réseau de 5 itinéraires qui traversent 8 pays. Donc Monaco, la Suisse, la France, l'Italie, le Liechtenstein, la Slovénie, l'Allemagne et l'Autriche. Voilà. Ça représente le réseau entier, il représente plus de 5000 km qui sont répartis en 342 étapes. Les couleurs, c'est pas du tout un code de difficulté, c'est juste des appellations. Donc il y a la Via Alpina rouge, donc c'est vraiment... Mince, pardon. C'est la plus longue, c'est celle vraiment qui relie les deux extrémités. Et après, voilà, les autres, c'est juste des alternatives. Quand ils ont créé le réseau de sentiers, ils s'étaient imposé plusieurs contraintes, dont deux que je trouve intéressantes. La première, c'était de ne pas créer de nouveaux sentiers ou d'infrastructures lourdes. Et la deuxième contrainte, c'était qu'à l'issue de chaque étape, il y a une solution d'hébergement et de restauration. Ça, moi, je trouve ça vraiment chouette parce que je trouve qu'il y a une volonté d'ouvrir à tout le monde et pas uniquement à des gens qui seraient là en autonomie avec leur tente. Donc en théorie, le sentier, il est accessible à tous. Le nom Via Alpina, le point commun entre les 8 pays de l'arc alpin, c'est qu'ils ont appartenu à l'Empire romain. Et donc Via Alpina, c'est voie alpine en latin. Tout simplement. Le sens classique, c'est de Trieste, pour la Via Alpina rouge, de Trieste à Monaco. Je ne sais pas pourquoi, mais historiquement, c'est comme ça. En fait, je peux utiliser ça. Donc ça, c'est mon itinéraire à moi. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens, du coup. Je suis partie de Monaco et je suis allée à Trieste. Je l'ai fait dans ce sens-là parce que, alors, plusieurs raisons. J'aimais bien l'idée de partir de France et de voir jusqu'où je pouvais aller. Ensuite, en France, ça me facilitait quand même pas mal d'aspects. Je connaissais la langue, donc quand même plus facile pour communiquer si j'étais perdue, pour me ravitailler. Ça facilitait quand même pas mal de choses. Et en France, je connaissais bien les règles de bivouac et je sais que c'est super toléré et super accepté dans les régions montagneuses. J'ai vraiment jamais eu de soucis. J'avais jamais eu de soucis avant. Parce que dans les autres pays, je savais pas très bien. Et la dernière chose, encore une fois, c'était le Covid. Je savais pas, au moment où je préparais, je savais pas si je pourrais passer les frontières, je savais pas trop comment ça allait se passer. Donc pour moi, c'était vraiment plus simple, de ce point de vue-là en tout cas, de commencer de France. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par l'itinéraire bleu. Donc en fait, si je reviens sur la slide d'avant, voilà. En violet, c'est mes points GPS. Donc moi là, j'ai commencé par l'itinéraire bleu, donc notamment parce qu'il reste en France, alors que le rouge il part tout de suite en Italie. Et l'autre chose, c'est que l'itinéraire bleu il est moins en altitude, les cols ils sont un peu moins hauts, et l'année où je l'ai fait, il y avait beaucoup de neige. La neige, ça me tentait pas trop. Donc j'ai commencé par le bleu, mais malgré tout, au bout de 7 jours, je passais déjà mes premiers cols enneigés. Donc ça a sûrement un peu limité les dégâts, mais j'ai quand même eu de la neige. La neige, ça fait aussi que j'ai fait quelques détours. Je ne sais pas si on voit très bien, mais le rouge, normalement, il passe là. Là aussi, on voit que j'ai fait des petits détours.
Et là, je suis passée par les routes. J'ai marché sur la route qui était déneigée pour éviter d'avoir trop de neige et de me perdre ou de me blesser. Après, par contre, tout le reste de l'itinéraire, globalement, j'ai suivi vraiment le tracé officiel rouge. Donc avec tout ça, ça fait que j'ai fait 2620 km. On m'a souvent posé la question sur le chemin s'il m'arrivait de prendre la voiture ou le bus sur des portions qui étaient moins intéressantes. La réponse est non. La réponse est j'aurais sûrement dû à certains moments. Notamment ce jour-là, donc ça c'est le jour 4, donc ça commence bien. J'étais dans la Vésubie, pour ceux qui connaissent. C'est pas loin du Mercantour. J'ai marché pendant, je vais vous expliquer les photos, je marchais pendant 2h30 sur un sentier sur lequel il n'y avait aucune alternative. Donc vraiment c'était un sentier et il n'y avait pas moyen de sortir de ce sentier. Et au bout d'un moment j'arrive à ce torrent, sur lequel il était censé y avoir un pont. Il n'y a plus de pont. Enfin si, il y a le début du pont ici et il y a la fin du pont ici. Donc là, j'avais pas super envie de me refaire les 2h30 dans le sens retour et de repartir sur la route, etc. etc. Donc je suis descendue, je sais pas trop où par en m'accrochant à des racines et en me sentant très très seule. Voilà. Je me suis reposée un peu, baignée un peu dans la rivière. Après, pour repasser de l'autre côté, je voyais que ça serait simple, donc j'ai pas eu de soucis. Et après, je suis remontée, là, il n'y a pas eu de soucis. Juste après être passée de l'autre côté, je suis arrivée à une route qui redescendait dans la vallée. J'ai quand même continué pour voir comment c'était au prochain torrent et rebelote, pas de pont, c'était même pire que ça pour descendre, donc j'ai dit ok, bon, je fais demi-tour, j'étais pas très loin. Et là donc j'ai pris la route pour redescendre à la vallée et j'ai commencé à marcher sur la route qui allait au village. Il y avait un feu de travaux où un automobiliste s'est arrêté et m'a demandé si je voulais qu'il m'emmène. J'ai réfléchi et je lui ai dit c'est le jour 4, j'ai pas envie de tricher, donc non. Et donc là j'ai marché sur une route, c'était l'enfer, j'ai marché sur une route pendant à peu près 1 heure, c'est pas très long mais c'était une route avec plein de virages, elle était très étroite, les voitures roulaient super vite. J'essayais de me mettre sur le bas-côté, mais il n'y avait pas toujours de bas-côté, c'était tout effondré, c'était pas une bonne idée. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et quand je suis arrivée au village, en fait, ça c'était un peu l'état du village. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en 2020, il y a eu de très violents orages dans la Roya et dans la Vésubie, qui ont gonflé les torrents. Et les torrents ont vraiment tout emporté. Et j'avais pas conscience que ça allait affecter les sentiers de randonnée et tout ça. Donc là, je sais pas si on voit très bien sur la photo, mais il y a une maison qui est vraiment littéralement coupée en deux. Moi, quand je suis passée, je voyais la télé encore accrochée au mur. Et là, j'ai discuté avec un habitant, et genre juste ici, là, il y avait une station-service. Et plus rien, tout a été emporté. Voilà, ce jour-là, j'aurais dû prendre la voiture, je pense, pour faire ce tronçon. C'est comme ça, je ne l'ai pas fait. Et après ça, les jours suivants, j'étais un peu en stress quand je voyais un pont, donc je les prenais en photo tellement j'étais contente de pouvoir passer la rivière. C'était un peu ridicule, mais voilà, c'est ma petite aventure du jour 4. Ça met bien en condition. Voilà, donc ça c'était mes 2620 km et ça représente en dénivelé à peu près 139 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc si je fais des moyennes rapidement, ça fait à peu près 22 km par jour et à peu près 1200 mètres de dénivelé positif et négatif. Après c'est vraiment des moyennes et moi je trouve que ça représente pas trop mes journées parce que, donc, à titre d'exemple, ma plus grosse journée c'était 37 km et demi, mais il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Donc 720, et surtout c'était très très étalé, donc moi ça paraissait, c'était pas plat, mais c'était roulant, on va dire. Mais j'ai fait une journée à 12 km, donc c'est pour ça que la moyenne pour moi elle a pas trop de sens, parce que mes journées étaient vraiment très très différentes les unes des autres.
dénivelé positif c'était 2000 mètres, mais je l'ai fait qu'une fois. Et le plus gros dénivelé négatif c'était pareil 2000 mètres, mais c'était interminable. Une descente de 2000 mètres c'est vraiment interminable. Donc j'ai marché du coup pendant 117 jours au total. Et j'ai fait 5 jours de pause, répartis au milieu de ces 117 jours, répartis en 4 fois. La toute première fois, je me suis arrêtée 2 jours. Mon idée, avant de partir, c'était de me dire je m'arrêterai quand il fait mauvais. Donc j'avais pas du tout anticipé les pauses que je ferais sur le chemin. C'est à peu près ce que j'ai fait, alors sauf la première où j'avais un hébergement possible, donc il faisait beau, mais je me suis quand même arrêtée. Ça m'a permis de me faire vacciner avant de passer en Suisse, et le pass vaccinal m'a été très utile. C'est après, pendant l'été, il le demandait un peu partout. Après, les 2 pauses suivantes, il faisait un temps horrible, donc c'était parfait de s'arrêter. Et la dernière pause, j'étais juste malade. Il faisait mauvais aussi, mais voilà, je n'avais pas trop le choix, mon corps a dit stop. Il y avait quand même pas mal de distance entre l'avant-dernière et la dernière pause. Donc, ouais, voilà pour mes pauses. Ce qui a grandement contribué, je pense, à la réussite de ce projet, pour moi en tout cas, c'est ma préparation. Ma préparation, elle avait 3 aspects. Donc la première chose, c'était la préparation de l'itinéraire. Donc pour ça, il y a un site officiel de la Via Alpina qui m'a vraiment beaucoup aidé, où on retrouve plein d'informations. Il y a des commentaires des gens qui sont déjà partis, qui ont fait les étapes. Il y a les dénivelés, il y a les traces GPX qu'on peut charger ensuite sur une application pour suivre son chemin. Donc ça m'a vraiment bien aidé. Après, moi, je me suis fait un tableau Excel où j'ai noté toutes les étapes officielles et je notais le dénivelé, la distance, le temps à peu près de marche et surtout, ce qui m'a vraiment servi, c'était les points de ravitaillement. Quand je suis partie, j'étais pas sûre que les refuges seraient ouverts. Donc je partais du principe qu'il faudrait que je sois en autonomie totale, à cause du Covid encore une fois. Donc j'ai noté tous les points de ravitaillement pour que quand je sois dans un magasin, je sache combien de kilomètres j'avais à faire avant le prochain magasin. Ça m'a bien servi finalement, les refuges étaient globalement ouverts, mais d'avoir cette préparation, ça m'a permis de ne pas dépendre des refuges et de m'y arrêter que quand vraiment j'en avais envie et quand le timing collait bien. Et pas d'arriver à 10h et de devoir attendre que le repas soit servi à midi et du coup d'avoir un peu des temps morts que j'avais pas décidé. Ça m'a permis d'être vraiment flexible et indépendante des refuges. Ensuite, il y avait la partie de la préparation physique. J'avais pas fait beaucoup de sport en 2020, comme sûrement beaucoup de gens. Donc je m'y suis remise 3 mois avant. Et là, j'étais partie juste sur aller courir 3 fois par semaine. Donc je faisais une sortie courte, une sortie fractionnée, une sortie longue. Après, j'ai eu le Covid en avril, ça a complètement chamboulé mon espèce de plan d'entraînement. J'avais nettement réduit mes temps de sortie après ça. Et par contre, parce que c'était une question qu'on me posait beaucoup, j'avais quasiment pas fait de sortie en montagne avant de partir. Donc ça, c'est sur la photo, c'est mon unique sortie 3 semaines avant pour faire du dénivelé. On avait fait 1000 mètres un après-midi, on a dormi dans la neige et on a fait 1000 mètres pour redescendre le lendemain. Ça m'a plus permis de tester mon matériel réellement que de vraiment m'entraîner sur du dénivelé. Après la course, je pense que ça a quand même entraîné mon cardio et la marche fait qu'on peut aller à son rythme. Donc si on veut commencer lentement, on peut commencer lentement et le corps il s'habitue petit à petit. Et la dernière phase de ma préparation, c'était le matériel. Donc c'est de très longues heures passées sur internet à comparer les prix, les caractéristiques techniques. Je sais qu'il y a des adeptes dans la salle de ce genre de comparatif. Et le poids de tout ce que j'allais emporter. Donc vu qu'on avait un peu optimisé depuis notre tout premier bivouac, j'avais déjà quelques objets. Mais finalement, j'ai racheté pas mal de choses, notamment pour avoir un poids plus léger. Et il y a des choses que j'avais pas rachetées, que j'ai rachetées sur le chemin, comme le matelas par exemple.
Bon, le mien c'était percé. Les seules choses que j'avais avant et que j'ai encore, c'est mon duvet et drap de soie et mes bâtons de marche, qui commencent à être maintenant très fatigués. Mais c'est à peu près tout ce que j'avais déjà avant de partir sur la Via Alpina de mes précédentes randonnées et que j'utilise encore. Mon objectif sur la préparation du matériel, c'était d'avoir un sac le plus léger possible. Donc là, c'est tout le contenu de mon sac. Au milieu, là, c'est ma tenue, c'était vraiment comment j'étais habillée quand il faisait chaud. C'est pas arrivé si souvent que ça que je mette le short. Et bah, mon sac. Donc au total, j'étais arrivée donc, sans eau et sans provisions à 8 kg. Je suis quand même partie avec 8 kg cap parce que j'avais 400 grammes de crampons au tout début que j'ai renvoyé mi-août. Donc globalement, mon sac, c'est très simple, hein, il était composé de ma tente, mon matériel de couchage, mon matériel de cuisine, mes habits de rechange qui étaient peu nombreux, une petite trousse de toilette et un peu d'électronique, avec un portefeuille, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait dans mon sac à mon départ. Et j'ai pas touché, quasiment pas touché sur le chemin. Donc à ça s'ajoutait tous les jours à peu près 2 à 3 kg d'eau et à peu près entre 3 et 6 kg de provisions, donc ça dépendait du nombre de jours que j'avais à tenir. Je pense que les plus gros ravitaillements que j'ai fait où je suis repartie, c'était j'ai mon sac qui a dû une ou deux fois peser 17 kg. Et c'est très très bon, 17 kg quand on repart en montée. C'est pas arrivé si souvent, mais voilà, c'est quand même arrivé. Ouais, parce que autant mon sac était optimisé sur le matériel, autant sur la nourriture, j'achetais tout ce qui me faisait envie. Ce qui fait que j'ai fait de la place dans mon sac pour manger ce que j'avais envie de manger. Voilà, donc ma journée typique de repas, c'était très très monotone. Le matin, je mangeais entre 2 ou 1 quand j'avais plus trop de provisions et 6 barres de céréales quand je savais que j'allais me ravitailler dans la journée, avec une compote. Ensuite, en milieu de matinée, je mangeais du pain, du fromage, ce que j'appelais mon deuxième petit déjeuner, avec des fruits secs. Le midi, je mangeais à peu près la même chose. Après, bien évidemment, mon goûter. Oui, on fait comme on peut. Et tous les soirs, quand même, je mangeais un repas chaud. Donc, c'était soit j'ai mangé beaucoup de polenta, sinon c'était du quinoa, des pâtes, des lentilles corail, des choses qui essaient de ne pas prendre trop de place dans mon sac et qui ne pèsent pas trop lourd et qui soient un peu nutritifs. À côté de ça, j'avais quand même des petits extras. Je mangeais beaucoup de chocolat. Et j'étais vraiment en panique quand j'avais plus de chocolat dans mon sac. Comme il faisait pas très chaud, ça n'a pas fondu, donc l'avantage de cette année un peu fraîche, c'est que le chocolat tenait très bien. Et après voilà, beaucoup de fromage, beaucoup de pain, beaucoup de barres de céréales. J'ai pas eu faim sur le chemin, mais j'étais quand même un peu obsédée par la nourriture. Et ce qui fait que si on me demandait si j'avais faim, généralement je répondais oui. Et notamment, une fois, j'étais arrivée à un sommet, et il y a un couple d'Italiens qui arrive en même temps que moi, je commence à discuter, et la fille, en lui disant ce que je fais, me demande « mais est-ce que t'as pas faim ?» Et je dis « mais si, mais j'ai trop faim, mais bien sûr que si, je n'en peux plus ». J'avais mangé une énorme assiette de spätzle au fromage la veille à 16h, donc j'avais pas du tout faim. Et elle s'est mise à me donner tout ce qu'elle avait dans son sac, des pommes, des gâteaux d'apéritif, des gâteaux, enfin c'était trop gentil. Et après quand je suis partie, je me dis mais pourquoi je lui ai dit ça, j'ai pas faim en fait. Donc voilà, il y a une petite obsession sur la nourriture. Il y a une autre fois aussi où je retrouvais mes parents le lendemain. J'étais en jour de pause ce jour-là et donc je les retrouvais, donc je savais que les 3-4 jours suivants j'allais bien manger. Et j'étais en pause, je suis arrivée au magasin et j'ai acheté tout ce que je pouvais dans le magasin. Vraiment beaucoup trop à manger. Et je me suis retrouvée, enfin c'était ridicule, donc je mange mes repas et j'avais acheté cette espèce d'énorme cake au chocolat qui je pense est pour 20 personnes normalement, avec beaucoup de beurre dedans, et à la fin de mes repas j'avais déjà plus faim et cette brique pesait 2 kilos, j'avais pas du tout envie de la porter.
Donc je me forçais à la manger, mais pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi. Donc je l'ai mangé quasiment en 12 heures, je l'ai fini parce que je voulais absolument pas la porter. Voilà, je me suis un petit peu forcée. Voilà, une petite obsession de la nourriture. Et en même temps, c'est un peu le seul plaisir qu'on a sur le chemin. Un autre aspect qui occupait mes pensées, c'était le sommeil et où j'allais dormir. Donc j'avais pas du tout prévu avant de partir où est-ce que j'allais dormir. Et donc sur le chemin, j'ai développé plusieurs stratégies. Une que j'utilisais beaucoup, c'était de regarder le jour même sur la carte où est-ce que j'aurais un endroit plat à peu près à l'heure où je comptais arriver et où je pouvais poser ma tente. Je faisais ça parce que je voulais pas arriver à un endroit à 20h et être complètement dans l'incapacité de poser ma tente et devoir marcher de nuit pendant 2 heures parce que j'étais au niveau d'un pierrier et qu'il y avait 0 place ou parce que j'étais à côté d'un village. Donc j'essaie d'anticiper au moins dans la journée pour pouvoir poser ma tente. Cette stratégie elle marchait plutôt bien, mais il y a des fois ça marche un peu moins bien. Notamment la première photo. Donc je suis arrivée vers 20h, donc j'avais repéré cet espace qui paraissait plat sur la carte, ce qu'il était en réalité. Donc je marche, et donc j'arrive à cet endroit, et là en fait tout autour de moi, ce qui était plat sur la carte, et qui était en réalité, était couvert de buissons de myrtille, mais couvert vraiment littéralement partout, sauf sur la grosse piste sur laquelle je marchais, où j'avais pas du tout envie de mettre ma tente. Donc là je me suis dit, c'était déjà 20h, enfin j'étais un peu dépitée, je me dis bon bah j'avance. Et j'ai eu beaucoup de chance. En avançant, j'ai trouvé ce petit spot plat entre les buissons de myrtille. On ne peut pas poser sur un buisson de myrtille, c'est impossible de poser. Enfin, si j'aurais pu, mais elle aurait été toute déchirée. De poser sa tente. Et juste devant, en fait, c'est en pente, il y a vraiment pile l'espace pour mettre la tente. Là, je me suis dit, bon, la technique de la carte va peut-être pas marcher à tous les coups, donc il faudra peut-être que je prévoie de temps en temps des plans B. Une autre chose que j'ai faite, c'était d'anticiper quelques jours avant, et ça je le faisais surtout quand j'ai des personnes qui venaient me retrouver. Donc l'idée c'était quand même pas qu'elles arrivent 2 jours avant moi, ou que moi j'arrive 2 jours avant elles. Donc là j'étais un peu obligée de prévoir mes journées sur une semaine, 10 jours, pour que nos chemins concordent. Ça demandait quand même pas mal de temps à regarder sur la carte où est-ce que je pourrais dormir, combien de kilomètres ça faisait. Donc je le faisais vraiment que pour retrouver des gens. Après, une dernière chose que j'ai faite, mais pas si souvent que ça, c'était juste d'arriver à un endroit, c'est trop beau, je m'arrête. Et en fait, ça c'est trop chouette de faire ça. C'est vraiment la liberté de pouvoir poser sa tente où l'on veut. Donc ça fait que j'ai fait 94 nuits en bivouac. Moi, je dors bien dans la tente. Alors, notre toute première nuit dans la tente, quand on a commencé le bivouac, je pense qu'on n'a pas dormi de la nuit. Après, on s'habitue. J'ai quand même mon petit masque et mes petites boules caisses parce que j'ai un certain confort. Donc, je dors plutôt bien et ça s'est toujours plutôt bien passé, mes nuits en bivouac. Il y a quand même une fois où j'ai eu une petite frayeur. C'était, je ne sais pas s'il y a des Suisses dans la salle. Non, il n'y a personne, ok. C'était le 2 août. Le 2 août, c'est la fête nationale en Suisse. Donc ce jour-là, on revenait d'Italie avec une amie, donc on a passé la frontière Italie-Suisse. Et là, on a vu des petits drapeaux partout, donc elle habite en Suisse, elle m'a dit « Ah oui, effectivement, c'est la fête nationale ici. » Ok, très bien. Donc j'ai laissé mon amie à la gare en fin d'après-midi. Et après, il était temps de trouver un endroit où bivouaquer. En Suisse, la règle pour le bivouac, c'est que c'est autorisé au-dessus de la forêt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on monte en altitude, il y a un moment où il n'y a plus d'arbres, et à partir de là, c'est autorisé. J'avais entendu pas mal d'histoires de personnes qui s'étaient pris des amendes en Suisse pour avoir dormi à des endroits non autorisés. Voilà, c'est la Suisse. Donc je faisais un peu plus attention, généralement, à où je mettais ma tente quand j'étais en Suisse.
Donc là, je repars, je laisse mon ami, je repars, je marche sur une piste, et sur cette piste, il y avait quand même pas mal de voitures qui passaient. Donc je me dis, bon, va falloir vraiment que je me cache bien pour pas qu'on me voie. À un moment, je vois un panneau où c'était marqué point de vue. Donc je monte sur un petit sentier, je me dis, je vais voir. Et là, je vois un petit banc avec un petit espace devant. Donc je me dis, ah, je pourrais peut-être mettre ma tente ici, mais c'est un peu petit, donc je regarde autour de moi, je vois des rochers, je me dis, bah, je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y avait ce petit espace, pile l'espace pour ma tente, donc trop bien. Donc je mets ma tente, ensuite je fais ma soirée, je mange et je vais me coucher. Et la nuit tombe et je commence à entendre des pétards. Donc là, je me dis, trop bien, c'est la fête nationale suisse. Comme vous pouvez le voir, j'avais vu sur un lac. Je me suis dit, ça va être comme à Annecy, fête du lac, je vais avoir un super feu d'artifice, je vais être trop bien placée pour le voir, ça va être vraiment génial. Donc j'attends tranquillement et là, j'entends une voiture qui arrive et qui se gare à l'endroit où moi j'avais bifurqué au panneau point de vue. J'entends les gens qui descendent et j'entends les gens qui montent à l'endroit où il y avait le banc. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais leur dire que je suis là, mais j'ai pas vraiment le droit d'être là? Ou est-ce que j'espère qu'ils vont pas me voir? Donc j'ai opté pour cette deuxième solution. Et je me suis dit, bah, mon point de vue est tellement super qu'eux aussi ils viennent voir le feu d'artifice comme moi. Ils viennent profiter du spectacle. Non, c'était pas du tout leur objectif. Ils étaient venus pour, je sais pas si ça va marcher, on va voir. Pour tirer le feu d'artifice. Donc, moi j'étais dans ma tente. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Ma tente va peut-être prendre, à tout moment elle peut prendre feu, mais en même temps j'ai pas le droit d'être là, donc est-ce que je meurs carbonisée ou est-ce que je vais leur dire que je suis là? Bon, finalement je suis restée, je me suis juste tournée parce que j'avais la tête du côté des feux d'artifice, je me suis dit, vaut mieux que mes pieds brûlent en premier. On n'est pas toujours très cohérent dans ces moments-là. Donc je me suis tournée, j'ai attendu, j'ai remis mes boules caisses, j'étais comme ça, en me disant, bon, ça va peut-être passer. Et ça n'a pas duré si longtemps, je pense que ça a duré 15 minutes, ça m'a paru interminable. Après ils ont tiré quelques pétards et ils ont fini par partir, je pense au bout de 3 quarts d'heure. Mais là j'en rigole, mais sur le moment j'étais terrorisée. Je me souviendrai toujours que la fête nationale c'est le 2 août en Suisse. Et il ne faut pas penser qu'ils font des feux d'artifice sur les lacs, ils ne font pas ça. Donc voilà, ça c'était ma petite... Ah non, est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas comment passer la diapo suivante. Voilà. Les autres... endroits où j'ai dormi, à part ma tente, j'ai fait un peu de tout. Gîte, refuge, hôtel, camping. J'ai fait un peu vraiment tous les types d'hébergements que j'ai pu trouver. Et aussi des endroits un peu moins conventionnels. J'ai dormi dans une église. C'était un soir où il y avait énormément d'orage, donc j'avais pas du tout prévu de dormir là évidemment. Mais enfin, ça m'a vraiment refait ma soirée. À la base, j'étais juste venue pour m'abriter sous le porche. Et puis en fait, l'orage s'arrêtait pas et personne venait. Et j'ai ouvert la porte et il n'y avait personne. Et puis la nuit est arrivée et voilà, j'ai dormi là. J'ai dormi dans des toilettes. Donc ils mettent des amendes en Suisse quand on bivouac, mais ils ont des toilettes très propres. Il y a l'électricité, on peut charger son téléphone, il y a du chauffage, il y a de l'eau courante. C'était royal. Encore une fois, c'était mieux, il y avait de l'orage, j'avais pas du tout prévu de dormir là et je me suis un peu réfugiée et j'ai trouvé cette toilette là et du coup c'était super. Et le dernier, c'était... alors moi ça m'impressionne toujours ces abris qu'il y a en montagne. J'étais en Slovénie, sur ma carte je vois une espèce d'abri, donc je suis allée voir, et il y avait, de l'extérieur c'était juste 4 petits murs en béton. Et en fait je suis rentrée, bon, je pense que c'est un refuge, un tout petit refuge, mais moi ça m'impressionne toujours de trouver ça en plein milieu de la montagne. Et ce jour-là il y avait beaucoup de vent, donc j'étais très contente de trouver ça là. Après ensuite j'ai aussi vu des refuges non gardés où il y avait des vraies salles de bain avec des vraies toilettes, enfin, des fois on trouve vraiment des choses improbables. J'y avais pas dormi mais pour moi il y a des choses qui m'ont toujours surprise. Avant de partir j'avais jamais bivouaqué toute seule.
Donc pourquoi partir toute seule? J'avais décidé de partir toute seule parce que j'avais pas envie de supporter quelqu'un pendant 4 mois. Mais aussi, et au même niveau, j'avais pas envie que quelqu'un ait à me supporter pendant 4 mois. Et vraiment, je mets les deux choses au même rang. Il n'y a pas un truc plus que l'autre. Et après, l'autre chose, c'est que partir pendant 4 mois, enfin trouver quelqu'un qui a le même projet, qui a envie de faire la même randonnée, qui soit disponible sur 4 mois, c'est pas forcément facile à trouver. Et j'avais pas envie d'attendre que quelqu'un soit là au même moment que moi pour faire ça. Après, j'étais pas vraiment toute seule. Il y a des personnes qui sont venues marcher avec moi. Jérôme, bon là, ouais. Il y a Eric qui est là aussi. Je sais pas où, mais voilà, il est là tout au fond. C'est lui qui a accepté mon congé sabbatique, au passage. Donc voilà, donc j'ai fait 333 km avec des gens que je connaissais. Après, j'ai marché aussi avec des inconnus, mais je ne pense pas dedans. Et ça, pour moi, c'était vraiment super. Parce que je partageais vraiment mon quotidien avec les personnes. J'avais des copines qui n'avaient jamais bivouaqué avant, qui sont venues avec moi. Donc c'était une super expérience de pouvoir partager sur le moment ce que je vivais. Et par contre, c'était très dur quand les personnes repartaient. Je dois avouer qu'il y a un espèce de gros vide quand on se retrouve à nouveau seul. C'était dur. Mais il y avait aussi un petit côté de soulagement. Je suis obligée de le dire. Mais pas parce qu'elle m'insupportait, ça s'est très bien passé. Je pense que ça n'a pas été des boulets, j'ai pas été des boulets, je pense. J'ai pas été un boulet, je pense. Mais quand les personnes étaient là, j'avais tellement envie que tout se passe bien, que je me sentais un peu responsable. C'est moi qui connaissais le chemin, je savais où on pourrait se ravitailler. J'étais censée à peu près avoir une idée de la difficulté du chemin. J'avais pas envie d'emmener mes amis qui marchent pas beaucoup dans des endroits pas possibles. Donc j'avais quand même toujours un peu Moi je m'étais mis un peu cette responsabilité. Donc quand elle partait, elle me disait bon bah, je peux me faire éclater la tête par un feu d'artifice, il n'y a que moi, c'est pas grave, tout ira bien quoi. Donc voilà. En tout cas, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup aidé à pas me sentir seule. Tout comme d'autres trucs, et un truc en particulier, c'était les messages que j'ai reçus. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé plein de messages, et notamment des messages vocaux. Donc ça c'était vraiment génial. Moi j'en ai envoyé en retour, donc je suis désolée pour les personnes qui ont reçu mes messages de 25 minutes. Mais en tout cas je me sentais pas coupée de la société du coup, enfin pas coupée de ma vie de ville. Et j'avais un peu l'impression de partager le quotidien de ces personnes. Vraiment, moi, ça a énormément joué sur comment je me suis sentie sur le chemin. Et puis, il y a toujours eu des gens qui m'ont envoyé un message où je m'y attendais pas forcément. Et ça remotive. Moi, je trouve que ça m'a vraiment remotivée. Et après, les messages, j'étais pas tout le temps sur mon téléphone. Déjà, on n'a pas toujours du réseau. Je les écoutais quand j'avais envie. Souvent, c'était dans une montée où je finissais par m'ennuyer, où je galérais. Et moi, c'est pareil, je répondais quand je me sentais disponible pour y répondre. Après j'ai écouté un livre audio, mais ça c'était plus quand il pleuvait, que j'étais un peu démoralisée, voilà, ça m'aidait à me motiver. Et quelques podcasts, mais finalement ça je l'ai pas fait tant que ça. Une dernière chose, c'est une fille qui a fait la Via Pina l'année avant moi qui m'avait conseillé de le faire, c'était de parler à des inconnus. Et elle m'avait dit, écoute, moi quand je me sens seule, quand je me sentais seule, j'attendais de croiser quelqu'un et je l'accaparais et je lui parlais. Donc j'ai un peu fait ça et c'est très efficace. Je pense que la personne se sent un peu acculée, mais ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Voilà, en tout cas, la solitude c'était pas quelque chose qui me faisait trop peur, contrairement à plein d'autres choses. La neige, j'en ai déjà un peu parlé au début, ça me faisait peur. Et quand j'étais sur le chemin, ça a continué de me faire peur et en fait ça me fait toujours un peu peur. Peur de se perdre et peur de se blesser parce qu'il y a des passages qui sont un peu dangereux. Après on a tous notre propre notion du danger. Il y a une fois où je marchais avec papa, c'était dans les écrins, je sais pas si tu veux te souvenir, mais
C'était en juin, donc il y avait encore pas mal de neige. Et donc on montait au col de l'Échauda. C'est ça. Là, on a croisé un randonneur qui venait dans le sens inverse. Et il nous dit, vous allez à Monétier-les-Bains. On fait, bah oui, oui. Faites attention, c'est hyper dangereux. Il y a des névés qui sont impossibles à passer. Il était comme ça, il était en train de trembler. Il en revenait, on voyait qu'il avait vraiment eu très peur. Enfin, très peur. Et là, je me dis, bon, moi j'avais les crampons et papa non. Et donc, à partir du moment où on a croisé ce randonneur, on a complètement arrêté de parler. On a continué le chemin quand même avec papa, mais on a arrêté de parler. Et moi, dans ma tête, je me faisais des scénarios. Alors, je me disais, bon, peut-être que je pourrais lui passer un crampon et moi je regarde. Ou alors, si le névé est pas trop long, je marche avec mes crampons, quand j'arrive au bout, je lui passe au bout de mon bâton. Ça n'aurait pas du tout été possible. Donc on arrive à un premier névé qui était un peu engagé, mais en vrai, par rapport à d'autres cols que j'avais fait avant, il était pas long. Papa est passé devant, il a fait des petites marches dans la neige et puis on est passé. Et moi j'avais compris que le passage dangereux était de l'autre côté du col. Donc on se dit bon, on continue et puis on mangera quand on aura passé le passage dangereux. On arrive au col. Là, il y avait beaucoup de neige, mais c'était une cuvette, donc c'était plat, il n'y avait pas de danger si on tombait nulle part. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, on arrive, et c'était une piste de ski, une piste bleue, qui avait un peu de neige, mais en fait, on peut marcher sur la piste sans souci, il n'y avait pas de vide de part et d'autre. On avance, puis à un moment, plus de neige. Donc là, on se regarde, on se dit, mais c'est... Où est le passage dangereux, en fait? Et... On commence à discuter, je raconte mes scénarios, il me dit mais moi aussi j'étais en train de me faire des scénarios dans ma tête à me dire comment ta maman va venir me chercher. Donc ouais, il nous a un peu effrayé pour rien, mais chacun a ses appréhensions. Et on n'a pas tous les mêmes expériences et pas tous les mêmes notions du danger aussi, je pense. Quelque chose qui me faisait peur avant de partir, je les ai mis ensemble, c'était la difficulté du sentier et la possibilité de me blesser ou de chuter. La deuxième, les blessures ou chutes, j'avais peur que ça me fasse complètement arrêter. En fait, non, ça peut arriver à n'importe quel moment et ça aurait été dommage, mais ça aurait été possible. Et la difficulté du sentier, finalement, ça allait. Alors, il y a eu des passages difficiles. Après, ma référence, moi, c'était le Germain, qui est quand même très technique. Le Germain, la première journée qui est tranquille, c'est le plus gros dénivelé, donc on arrive au refuge, on se dit mais ça va être trop facile, pourquoi les gens ils font toute une montagne, et après le jour 2 arrive, et là on comprend ce que c'est que le Germain. Et c'est dur tout le temps, en fait, c'est dur dans la montée, c'est dur dans la descente, enfin, il faut mettre les mains, les genoux ils sont très sollicités. Donc c'est un peu ma référence, donc c'est difficile sur 10 jours le Germain. Là, j'ai eu des passages que je pourrais assimiler au GR20, mais ils étaient toujours beaucoup plus courts. C'était l'histoire de quelques heures, une journée tout au plus. Donc pour moi, ça allait. En tout cas, c'était pas l'idée que je m'en faisais, c'était plus simple que l'idée que je m'en faisais avant de partir. La météo, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que j'avais peur que ça me démoralise complètement, de devoir marcher 5 jours d'affilée sous la pluie. C'est pas fun de marcher 5 jours d'affilée sous la pluie. Et effectivement, à des moments où j'étais un peu le plus démoralisée, c'était quand il avait plu beaucoup de jours de suite, que je regarde la météo et que je vois que tous les jours suivants, ils annoncent de la pluie. Là, c'était horrible. Et finalement, j'ai eu un jour de beau temps dans ce mauvais temps, et j'ai une amie qui m'a rejoint, et finalement, c'est allé. Et quand même, j'ai eu un peu de chance dans le sens où j'ai rarement eu des journées complètes de pluie du matin jusqu'au soir. Donc souvent j'avais quand même une fenêtre de quelques heures où je pouvais soit sécher ma tente, soit au moins me sécher moi. Et ça fait que c'est allé. Les animaux ne me faisaient pas peur avant. Maintenant c'est plus pareil. Alors tous les animaux de la montagne, les bouquetins, les chamois, les marmottes, bonheur, moi je les cherchais. Mais les petits sangliers, c'est pas terrible. J'ai fait ma première nuit, j'étais accompagnée, ensuite mon compagnon est reparti le lendemain à midi.
Donc j'avance et je plante ma tente. Donc déjà très bizarre cette sensation, la toute première fois qu'on plante sa tente tout seul, c'est vraiment étrange. On se demande vraiment ce qu'on fait là, enfin, c'est bizarre. On partage pas avec quelqu'un, c'est assez spécial. Donc je mange et puis je me pose à côté et je commence à écrire mon journal de bord. Et là, j'entends à côté de moi passer en hurlant un petit sanglier et un grand sanglier, un adulte. Je me dis, bon, ok, il y a des sangliers dans le coin, super. Donc je rentre dans ma tente, je prends mon téléphone et je commence à taper sur Google sanglier danger humain. Et là, je me suis dit, ouais, ok, la fille part toute seule 4 mois, elle dit à tout le monde, ouais, ça va bien se passer, première nuit, toute seule, en train de regarder Google comment elle allait s'en sortir. Donc, j'ai appris que l'homme était le seul prédateur du sanglier, et que par conséquent, il avait peur de nous. Mais ça n'a rien changé à mon appréhension. Dans ma tête, j'étais, mais de toute façon, il va sentir le saucisson qui est dans mon sac, il va venir saccager ma tente. C'est sûr qu'il préfère la nourriture, il s'en fout de sentir mon odeur. Et puis il y avait un petit... Et voilà, et ça cogite, ça cogite, ça cogite. Donc j'ai pris mon petit couteau, je l'ai mis dans ma poche à côté, j'ai pris mes bâtons en me disant je le taperai s'il arrive. Bon, ils sont pas venus, donc ça s'est bien passé. Mais j'en ai toujours peur. Ma dernière nuit, la toute dernière nuit, ça c'était la première nuit, mais la toute dernière nuit, les sangliers sont revenus. Je pense que c'était un clin d'œil. Ils ont farfouillé dans les cailloux de 2h à 6h du matin. Ils grognaient, ils farfouillaient. Moi, je disais, mais laissez-moi dormir, j'ai trop peur. Non. Et puis, on se fait vite des films. La dernière nuit, pareil, je me disais qu'ils allaient venir m'attaquer à cause de la nourriture. Ils ne l'ont pas fait. Mais voilà. Donc maintenant, j'ai peur des sangliers. Les orages, ça m'inquiétait. Je sais pas si j'en avais vraiment peur avant, maintenant j'en ai très peur. On est vraiment très vulnérable quand il y a un orage, on ne peut rien faire. Moi j'essayais de les anticiper et d'avoir un abri au moment où ça allait éclater, mais ça éclate pas toujours au moment qu'on croit. Il y a la règle, pas sous un arbre solitaire, pas sous un rocher, mais quand on est tout seul dans la montagne et qu'on est trempé, on se cache sous un rocher, donc, même si on le sait. Donc ça, c'est encore quelque chose qui me fait peur, et pour le coup, je pense qu'il n'y a rien à faire. Et j'ai eu des grosses frayeurs avec les orages. Et ensuite, ça, c'était pas une peur que j'avais, les mauvaises rencontres, mais on me posait énormément la question sur le chemin. Et tout s'est bien passé. J'ai vraiment pas fait du tout de mauvaises rencontres. Et après, dans la montagne, je trouve que l'esprit il est un peu différent. Et pour moi, c'est plus dangereux de se balader en ville à 2h du matin que dans la montagne toute seule. En revanche, j'ai fait des super rencontres. Je peux pas toutes les décrire, évidemment. Donc je voulais juste vous parler de la plus atypique, mais aussi et sûrement la plus brève rencontre que j'ai faite sur le chemin. Donc c'est Karel Sabé. J'étais en Suisse aussi à ce moment-là. Donc c'était un jour où j'étais passée à un refuge vers 16h. Donc j'en suis repartie. J'ai monté une demi-heure au col et ensuite je suis redescendue et j'ai marché à peu près 3 heures dans la descente. Là j'en avais un peu marre, donc je me suis arrêtée. Il y avait une petite clairière avec une maison et une table de pique-nique. Je me suis dit, bon, il n'y a personne, ça fera très bien l'affaire pour ce soir. Donc je commence à m'installer. Je commence à manger, et là, donc c'était 21h, il y a 2 gars qui arrivent en courant, avec des petits sacs à dos, habillés en sport. Donc je les interpelle et je leur demande où est-ce qu'ils vont. Là, il y en a un déjà qui ne s'arrête pas. Et je me dis, waouh, il est pressé celui-là. Et l'autre, quand même, gentiment s'est arrêté. Donc il me dit, on va au refuge, donc celui que j'avais laissé 4 heures avant, et on va sûrement continuer plus loin. Donc c'était 21h. J'étais ok. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une course ? Il me dit, on fait la Via Alpina. Je dis, moi aussi. Pas de la même manière apparemment. Et il me dit, en fait, celui qui est parti essaye de battre le record de vitesse de la Via Alpina. Je fais ok, waouh. Donc là, on a discuté un petit moment avec son accompagnateur.
J'avais plein de questions, mais en même temps, j'avais pas du tout envie de les retarder, donc je lui ai juste demandé est-ce que c'est possible de le suivre sur Internet. Donc il m'a donné son nom, et après il est reparti. Bon, il est revenu 5 minutes plus tard parce qu'il avait oublié son téléphone sur la table. Et du coup, je culpabilisais, je me dis mince, à cause de moi, ils vont rater le record, je l'ai fait retarder. Voilà, donc le lendemain, j'ai du réseau. Je suis allée voir qui était parce que le nom ne me parlait pas en tout cas, donc je suis allée voir qui c'était. Il avait déjà battu le record sur l'Appalachian Trail, donc le sentier sur lequel j'avais hésité à partir au début. Donc j'étais bien impressionnée quand même de me dire que je l'avais croisé. Et quelques jours après, il a posté un petit article où il disait que donc, le soir où on s'est rencontrés, il a effectivement continué jusqu'à cette cabane, mais il a aussi continué toute la nuit à courir jusqu'au lendemain à 15h. Il s'est arrêté le lendemain à 15h parce qu'il y avait des orages de prévus et qu'il voulait éviter de courir sous l'orage. Donc il est arrivé, ils se sont posés, il s'est endormi et l'orage a éclaté. Et il dit c'était un super timing, on a bien géré notre coup. Moi j'étais sous l'orage comme ça, je disais non mais moi j'ai dormi, c'est bien aussi. Et donc il l'a fait en 30 jours. Ouais. Moi je l'ai fait en 117 jours. Donc voilà, c'est pas la même expérience. Non, lui il avait beaucoup d'assistance et il avait un tout petit sac et on l'attendait pour lui donner à manger et donc il était un peu aidé. Mais même si j'avais été aidée, je pense pas que j'aurais fait ce qu'il avait. Voilà, donc le chemin m'a fait. Après, j'ai rencontré plein de gens vraiment chouettes grâce à ce chemin. Ça m'a aussi fait découvrir des paysages époustouflants et il n'y a aucun jour où je me suis lassée. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Donc j'espère vous en avoir fait découvrir un petit bout ce soir. Voilà, donc j'arrive au terme de mon speech. Je voudrais remercier Serge, président de Point de Rencontre, qui m'a beaucoup mis la pression pour que la soirée soit compte. Donc si vous êtes là ce soir, c'est quand même grâce à lui. Évidemment, merci à toute l'association Point de Rencontre. Et merci à vous de m'avoir écouté ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette conférence a été organisée par l'association Point de Rencontre. Vous pouvez soutenir l'association en faisant un don avec le lien qui est dans la description.